Alors, je vais tenter de présenter comme il se doit nos intervenants. Donc, on a Madame Sylvie Vauclair, qui est donc astrophysicienne et qui actuellement, vous êtes aussi professeur, je crois, à l'université de Toulouse, à Paul Professeur Sabatier. émérite. Professeur émérite. Professeur émérite, Ça excusez-moi, veut dire que je suis à la retraite, mais que je travaille toujours. Voilà. en effet. Et, euh, et ensuite, on a Monsieur Patrick Lécureuil. Donc, vous êtes un astronome amateur, je crois, Amateur, on va dire plutôt. amateur, et également du coup astrophotographe. Donc, vous avez aussi, enfin voilà, vous publiez, je crois, régulièrement des photos aussi dans des revues d'astronomie. Oui, c'est Voilà. ça. Oui, oui. Et puis quelques livres aussi d'initiation à l'astronomie aussi. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Bah, moi, me concernant, après, bon, je fais partie de l'association Instant Science, en fait, qui est une association qui fait de la vulgarisation scientifique. Et donc, bah, moi, mon métier, essentiellement, c'est de vulgariser l'astronomie auprès de tous les types de publics, les scolaires et les adultes. Je peux peut-être alors ajouter quelque chose concernant la communication, donc pas mon travail professionnel, mais que je fais beaucoup de communication, de conférences. J'ai des chroniques qui sont sur YouTube en ce moment. Et je peux le dire parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu des Français et j'espère que d'ici 2 ans, je vais le faire connaître un petit peu plus. Je suis actuellement vice-présidente d'une commission internationale qui s'appelle Communicating Astronomy with the Public et qui est liée à l'Union astronomique internationale. Donc, c'est intéressant parce que ça, comment dire, ça concerne la communication sous toutes ses formes, en principe dans tous les pays du monde. Hein. Donc, c'est complètement international. Et j'espère, donc, il y a un congrès tous les 2 ans qui était cette année à Sydney, donc en partie en présentiel et en partie en visio. J'espère, disons que j'ai demandé à la Cité de l'Espace à Toulouse d'être candidate pour accueillir ce congrès en 2024. Et si ça se passe, je serais très contente que les Français s'impliquent un petit peu d'une manière générale parce que dans ce comité international, il y a très peu de Français. Voilà. D'accord. Parfait. Une petite information que je commence maintenant. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, pour cette table ronde donc, consacrée à l'observation du ciel, j'aimerais commencer par vous poser une petite question, à savoir, voilà, observer le ciel, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste d'observer le ciel? Et surtout, depuis quand est-ce qu'on observe le ciel, en fait? Voilà. Donc, je pense que je vais répondre à la question. J'ai envie de commencer à répondre, comment dire, que c'est déjà étonnant, c'est une preuve de l'évolution des sociétés, je dirais, vous me posez la question depuis combien de temps, donc c'est une preuve de l'évolution des sociétés, rien que de se poser la question. Parce que il y a longtemps, chez les hommes et les femmes préhistoriques, je pense qu'ils ne se posaient pas la question, le ciel faisait partie de la nature. Tout le monde vivait avec le ciel. Le fait de se poser la question, qu'est-ce que ça signifie d'observer le ciel, faut-il observer le ciel, etc., ça montre qu'on est déjà a priori coupé du ciel. Il faut se poser la question pour aller voir. Et ça, bon, c'est à l'évolution des sociétés, la pollution lumineuse dont il sera question à la prochaine table ronde, mais on le sait sans doute que les hommes, les personnes précédentes, en fait, jusqu'à l'avènement de l'électricité, et quand les gens vivaient dans les campagnes, ils sortaient de chez eux le soir, ils avaient le ciel. Et y compris les peuplades, les Indiens, les gens qui vivaient pour le temps d'abord, le temps. Hein, le jour, la lune, les saisons, c'était fondamental. Et on a retrouvé des roches dans la vallée des Merveilles au-dessus de Nice. Excusez-moi, est-ce que vous entendez? Moi, j'entends ces bruits de... Oh là là, je suis désolée, vraiment, là, je ne peux rien faire. Ces bruits Oh, mais... travaux, là. J'essaye de parler bien. Donc, dans la vallée des Merveilles, on a retrouvé des roches avec des dessins, des gravures
qui représente, bon, c'est maintenant bien avéré, qui représente l'amas des Pléiades, par exemple. Donc, ces étoiles qu'on voit bien dans le ciel, mais qui disparaissent à notre vue pendant quelques mois par an quand elles passent, quand elles sont, comment dire, quand on devrait les voir dans la journée, donc on ne les voit pas. Et ces Pléiades, la disparition et l'apparition des Pléiades au cours de l'année était important pour les gens, pour les moissons, pour le travail de la terre. Et puis, on en retrouve aussi à Tahiti des indications sur les Pléiades. Et puis, il y a aussi la canicule. Vous savez que la canicule, le mot canicule vient du lever de l'étoile Sirius. L'étoile Sirius qui s'est aussi cachée derrière le soleil en juillet, août, enfin, pendant une certaine période. Quand l'étoile Sirius commence à être visible le matin, c'est une période de grande chaleur. Et comme Sirius, c'est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien, qui est Canis Majoris en latin, c'est devenu la canicule. Donc, en fait, le ciel était vraiment présent pour les gens depuis toujours, et même c'est arrivé dans l'élaboration du langage. Il y a beaucoup de mots de notre langage qui viennent du ciel. Et je dirais depuis un siècle ou deux, petit à petit, les êtres humains se coupent du ciel nocturne pour diverses raisons. Voilà, donc je pense que c'est important de retrouver notre connexion au ciel, parce que je suis persuadée que même indépendamment des recherches scientifiques, la relation de l'être humain avec le ciel est très importante pour notre stabilité. Oui, et puis je rajouterais aussi que c'est vrai qu'il y a une jolie expression que l'on emploie assez souvent. On dit que le ciel est le miroir des cultures. En fait, on s'aperçoit que chaque civilisation avait projeté ses mythes et ses croyances dans le ciel. Et ça, c'est intéressant quand on observe le ciel. Justement, les constellations sont très souvent associées à des personnages ou des objets de la mythologie. Et d'ailleurs, on se rend compte que ça permet aussi de bien appréhender la position des constellations parce qu'elles ne sont pas placées là au hasard. Et donc, observer le ciel, c'est aussi finalement s'immerger dans les mythes, alors essentiellement gréco-romains pour notre ciel à nous, mais on s'aperçoit que chaque culture avait de toute façon intégré le ciel dans ses mythes. Et on peut dire aussi que c'est le même ciel en longitude. Quand on fait le tour du monde, on retrouve le même ciel partout. Évidemment pas quand on va vers le pôle Nord ou vers le pôle Sud, mais enfin c'est quand même un lien entre effectivement des civilisations dans le passé aussi à l'époque actuelle. Ben oui, évidemment. Et justement, vous en parliez de se reconnecter en fait au ciel. Et justement, c'est ce que j'aimerais vous demander. Alors, d'un point de vue scientifique, mais peut-être justement philosophique, pourquoi est-ce qu'il est aussi important de prendre le temps justement d'observer le ciel, de prendre ce temps-là en fait? Est-ce que vous... Moi, je pense que c'est important si on a la possibilité d'aller dans le désert, par exemple, ou en haut d'une montagne quand il fait beau, quand il n'y a pas de nuages, il y a une émotion intense. Et ça, je crois que tout le monde la ressent, cette émotion intense de se retrouver comment dire, avec les étoiles, comme si on pouvait les attraper avec la main. Enfin, on se sent allongé. Moi, j'ai fait l'expérience, allongé sur le sable dans le désert en pleine nuit à regarder le ciel. On se sent vraiment, comment dire, en symbiose avec cet espace. Et justement, c'est l'espace. C'est l'espace très lointain. Et je veux dire un petit mot à propos de l'atmosphère terrestre, parce que c'est quelque chose une coïncidence, mais une coïncidence qui a certainement une signification. C'est que vous savez que l'atmosphère terrestre nous protège de la plupart des rayonnements qui viennent du ciel, les rayons ultraviolets, X, gamma, tout ça. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des fenêtres atmosphériques, c'est-à-dire qu'il y a des rayonnements, parmi tous les rayonnements qui existent, il y a des rayonnements qui arrivent jusque sur la Terre. Et alors, il y a deux fenêtres, il y en a une qu'on appelle la fenêtre visible et la fenêtre radio, voilà. Donc, les télescopes, enfin, tout ce qu'on observe à l'œil et puis ce qu'on observe avec les télescopes sur Terre, télescopes habituels, c'est dans la fenêtre visible. Alors, ça veut dire quoi? Je vais vite, pas prendre trop de temps, mais c'est quand même très important. Ce qui se passe, c'est que l'atmosphère terrestre, avec les molécules qu'elle contient et tout ça, laisse passer précisément le domaine de longueur d'onde que nos yeux sont capables de voir, c'est-à-dire du rouge au violet. L'atmosphère terrestre ne laisse pas passer ou très très peu d'infrarouge, très très peu d'ultraviolet.
Donc, on a vraiment des yeux qui sont faits pour voir le ciel. Si on avait des yeux qui voyaient en infrarouge, par exemple, on ne verrait pas, jamais le ciel, on serait comme dans un cocon. Mais là, on est fait pour voir le ciel. Et en plus, cette fenêtre atmosphérique qui laisse passer les rayonnements du ciel, là, ça correspond aussi au maximum de rayonnement du soleil. C'est-à-dire qu'on a cette coïncidence, encore une fois, qui n'en est certainement pas, qui est certainement quelque chose par rapport à l'évolution, mais l'atmosphère terrestre s'est ajustée pour laisser passer précisément le maximum de rayons solaires, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous chauffer, ce qui permet d'avoir l'évolution des végétaux, l'évolution de la vie sur la Terre, ce ne serait pas venu sans ça. Enfin, une petite parenthèse, c'est que tout ça, ça s'est ajusté aussi en fonction de la vie au départ, enfin tout ça c'est très complexe. Et puis nos yeux sont faits pour voir le ciel. Alors dans la journée, évidemment, avec le soleil, illumine l'atmosphère, donc le ciel est bleu, on ne voit pas les étoiles, mais la nuit, on passe par cette fenêtre. Et en ce moment, on est en train de la fermer, la fenêtre. On est en train de la fermer avec la pollution lumineuse, avec aussi autre chose, je ne sais pas si on pourra en parler, mais j'aimerais bien dire juste un mot. Tous ces microsatellites qu'on envoie partout, tout le temps, en ce moment. Donc, il faut faire très attention. Non seulement c'est important d'observer le ciel, mais il faut aussi, mais alors là, ça devient de la politique, il faut aussi avoir conscience qu'on est en train de se fermer au ciel et se battre pour que ça ne se produise pas. Ouais. Bah, en effet, donc là-dessus, bah, en effet, il y a pas mal de choses là-dessus sur la pollution lumineuse. Enfin, on en parlera du coup plus tard. Et justement, vous allez en parler à l'autre, mais oui. j'aimerais bien avoir l'occasion de dire un tout petit mot sur ces constellations de satellites d'Elon Musk et des autres, parce qu'il faut que les gens connaissent ce problème. Bien sûr, bah justement, je voulais vous demander justement, d'une certaine façon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel et lié à ça, comment l'homme aussi s'est approprié le ciel, puisque bah, il n'y a pas que les étoiles, comme vous le dites, il y a aussi les satellites. Donc, peut-être, voilà, dans ces deux questions, quelque sorte, qu'y a-t-il dans le ciel et comment l'homme s'est approprié le ciel aussi? Peut-être. Je ne sais pas si Patrick veut dire un mot sur ce sujet. Moi, je vous dirai un mot sur ces satellites. Je vous en prie. Je pourrais en remettre une couche aussi sur les satellites, parce que c'est vrai que moi qui suis, mon métier, c'est aussi de montrer le ciel et de voir qu'effectivement, depuis quelques années, le ciel se dégrade par ses points lumineux. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, quand on voyait un satellite artificiel, on trouvait ça presque pas joli, mais tiens, il y a un satellite maintenant, il y en a tout le temps en permanence. Et depuis même 2-3 ans, ça s'est fortement accéléré, puisque effectivement, des gens comme Musk veulent envoyer plusieurs dizaines de milliers de satellites d'ici une petite dizaine d'années, et à terme, si tout le monde y va, d'ailleurs, il y aura environ 100 000 satellites de lancés qui sont en orbite basse, donc visibles à l'œil nu. Ça veut dire qu'on en voit plusieurs en permanence en même temps. Et c'est vraiment quelque chose qui, le ciel devient tout rayé, quoi. Et quand moi qui fais beaucoup de photos, il y a 2 semaines, moi, je suis un passionné des aurores boréales. Et il y a 2 semaines, j'étais reparti voir les aurores boréales en Norvège. Et c'est la première fois que je vois autant de satellites en même temps que les aurores boréales, quoi. Et avant, il y a encore quelques années, quand j'y allais, c'était plus le cas. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie dégradation. Donc, ça, c'est une façon de s'approprier le ciel qui est plutôt, pour moi, très négative, parce que quel est l'intérêt de ces satellites? On peut se poser la question, à quoi servent ces satellites? Alors, par provocation, je dirais à rien, à part nous embêter, puisqu'en gros, le but, c'est d'avoir de l'Internet très haut débit partout sur Terre, mais en gros, c'est fait pour que les gens, les nantis de nos sociétés puissent se faire des selfies depuis n'importe quel endroit sur Terre et commander sur Amazon. Enfin, je suis un peu provocateur dans la caricature, mais c'est un petit peu ça, parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir de l'Internet très haut débit pour... Ah oui. Ouais, je crois qu'il y a un petit souci. Je crois qu'ils vous ont entendu et donc ils se sont vengés. Écoutez, moi, je continue un petit peu. Alors, je continue sur ce sujet. Effectivement, ça a commencé par Elon Musk qui envoie, il faut le savoir, une 60aine de satellites toutes les 2 semaines. Enfin, je ne sais pas si ça continue comme ça, mais c'était comme ça au début. Ce sont des microsatellites, des tout petits satellites qui sont effectivement pour la communication sur toute la planète. Alors, Patrick parle des nantis, ce n'est pas seulement pour les nantis, et justement, c'est ça que Elon Musk met en avant, c'est que les gens au plus profond de l'Afrique, par exemple, qui ont du mal à se connecter au reste du monde, pourront le faire grâce à ces satellites. Donc, c'est tout juste comme si ce n'était pas quelque chose d'humanitaire. Enfin, là, je plaisante un peu, mais c'est un peu ça. Mais la réalité, c'est qu'on est en train d'entourer la Terre d'un filet. Quand on voit les simulations de la Terre vues de l'espace,
avec tous ces satellites, c'est comme un filet tout autour de la Terre. Et alors, c'est grave pour l'observation astronomique, mais pas seulement, c'est vraiment, on est en train de se couper du ciel. Et en fait, les Européens, par exemple, au lieu de se… Mais ça, c'est du problème politique, d'agir en disant que c'est un problème. Non, 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 non. Ils disent, oh, les Américains font ça, il ne faut pas qu'on soit en arrière, donc on va faire pareil. Alors, là encore, je suis un peu provocatrice, mais donc en Europe, c'est OneWeb, vous avez les Chinois qui en font, vous avez les Indiens qui en font, enfin, tout le monde veut lancer ces constellations de satellites. Et c'est vraiment de la pollution spatiale. Voilà. Alors, on ne les voit pas toute la nuit, parce que les satellites, on ne les voit que quand ils sont éclairés par le soleil. Ils n'éclairent pas eux-mêmes. Donc, en fait, on les voit le soir pendant un certain temps après le coucher du soleil et le matin avant le lever du soleil. Et donc, comme ça continue, il y a des travaux qui sont faits pour essayer de minimiser l'impact de pollution lumineuse de ces satellites. Mais bon, on ne va pas passer toute la table ronde à parler de ça, mais il fallait dire qu'il y a un problème là. Et effectivement, on n'a pas besoin, enfin, je suis d'accord avec Patrick Lécureuil, je pense qu'au point où on en est maintenant, c'est toujours une fuite vers l'avant. On a déjà bien des chances, même s'il y a des problèmes quelquefois de connexion. Justement, on a bien de la chance, là, on a quand même bien des connexions Internet et on veut quelque chose d'encore plus rapide pour permettre comment dire, de transférer des documents encore plus lourds. Et tout ça fait aussi encore plus de pollution. D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais il faut y penser. C'est que toutes ces connexions Internet, tous ces transferts de documents, tout ça, ça fait en réalité beaucoup de pollution carbone. Et en fait, par rapport au réchauffement climatique, c'est pas du tout anodin, au contraire. Nous, je sais que dans notre laboratoire, on fait très attention maintenant à pas transférer trop de mails et tout ça à cause de toutes les conséquences du réchauffement climatique, à cause de, comment dire, la chaleur émise. Enfin bon, je ne vais pas parler de ça en détail, mais il faut savoir qu'il y a un problème à ce niveau-là aussi. Et justement, pour rapidement rebondir là-dessus, puisque je vois que Sandrine Capel pose comme question, est-ce qu'il n'existerait pas une convention internationale ou des lois en fait, qui régissent justement ces envois de satellites peut-être dans l'espace et donc d'une certaine façon qui pourrait limiter cette pollution de l'espace ou tout simplement alors là, cette observation. Je vais vous répondre, je suis tout à fait au courant parce qu'il y a 2 ans, j'avais initié une commission sur ce sujet avec l'Académie de l'air et de l'espace. Et dans notre commission, il y avait une personne qui est juriste de droit spatial à Heidelberg en Allemagne et qui nous expliquait, c'est très complexe, donc je ne vais pas vous raconter tout ça, mais il faut savoir que c'est très complexe. Il faut savoir ça existe, des lois internationales, mais ça existe très peu. Je crois qu'il y a 2 ou 3 traités internationaux sur ce sujet et que ça fait déjà plusieurs dizaines d'années, enfin. Et la grosse difficulté, c'est de faire… enfin, c'est pas clair comment faire appliquer ces droits, enfin, ces traités internationaux aux pays individuels. Parce que pour faire appliquer une loi internationale, alors là je dis ça avec mes mots à moi, hein, parce que de souvenir, mais pour faire appliquer un droit international à des pays individuels, il faut passer par le système juridique du pays. Et il faut qu'il y ait un transfert qui se fasse. Et donc, il faut que le pays soit d'accord pour transférer ça. Et finalement, le résultat, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut. Enfin, j'ai l'impression que c'est très difficile de faire appliquer ces lois internationales. Et en plus, il n'y en a pas, si j'ai bien compris et si les choses n'ont pas changé depuis quelques mois, il n'y en a pas de nouvelles actuellement. Donc, mais ce que je dois dire quand même, c'est que les gens comme Elon Musk et les gens qui travaillent avec lui, ces ingénieurs, sont un peu motivés pour ça. Hein. Donc, ils essayent de faire quelque chose quand même, non pas pour limiter le nombre de satellites, parce que ça, ils ne veulent pas, mais pour mettre, par exemple, un écran un peu noir pour qu'il reflète moins la lumière du soleil ou des choses comme ça, mais ce n'est pas du tout évident. D'accord, je vois. Très bien. Est-ce que c'est tout bon pour vous, monsieur Lécureuil ?
Alors, du coup, on... Cet incident technique. pas de souci. Du coup, Madame Vauclair nous avait pris la suite pour nous parler un peu de ces satellites dans l'espace. Donc en soi, c'était assez complet. Je vous propose de vous demander justement, donc on a les satellites, mais de façon un peu moins humaine. Est-ce qu'on pourrait demander qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, qu'est-ce qu'on peut voir la nuit? Parce qu'on va penser évidemment aux étoiles, aux astres, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Oui, des choses beaucoup plus naturelles et beaucoup plus agréables à regarder, effectivement. Alors, même si, par exemple, il y a un satellite artificiel qu'on aime bien voir, c'est la Station spatiale internationale ISS, par exemple. C'est le satellite, entre guillemets, qu'on tolère avec humour, mais c'est surtout un satellite qu'on aime bien voir passer, qu'on voit passer régulièrement, que personne ne peut rater parce qu'il est même visible en pleine ville tellement il est brillant. Et il existe des applications ou des sites internet. Il suffit de rentrer vos coordonnées ou sur un smartphone d'avoir les coordonnées rentrées automatiquement. Et puis, il y a des applications qui vous disent à quel moment vous pouvez voir la station spatiale. Alors, simplement, quand on voit la station spatiale internationale, on la voit sous la forme d'un point lumineux, relativement brillant, très brillant. Ça peut même être l'objet le plus brillant du ciel après la Lune, qui se déplace sans clignoter, qui traverse le ciel en quelques minutes. Bon, ça, on la voit régulièrement. On va dire que sur un mois, on va la voir une dizaine de soirs d'affilée. Et puis, à l'heure du temps, c'est soit le matin ou soit elle passe dans la journée. Mais dans les choses beaucoup plus naturelles à observer, alors évidemment, il y a les étoiles, mais il y a les planètes. Alors, si vous observez le ciel actuellement, là, pour la fin de l'année, on va voir les planètes les plus spectaculaires qui seront visibles et qui seront même bien brillantes et identifiables en pleine ville. Alors les planètes, en fait, comment les reconnaître, c'est pas toujours simple, sauf que certaines sont très brillantes. Et notamment en ce moment, on voit très bien Jupiter. Alors si vous observez le ciel vers 20 heures, quand il commence à faire un peu sombre, dans la direction de l'est, vous voyez un point relativement brillant, pas très haut au-dessus de l'horizon, mais c'est vraiment extrêmement brillant. Donc ça, c'est la planète Jupiter. Elle va nous accompagner en fait jusque, on va dire, à la fin de l'hiver prochain. Donc soit qu'on la verra de plus en plus se décaler vers le sud et vers l'ouest. Donc le ciel change en fait. Il faut pas, quand on observe le ciel, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le ciel il change. On a tendance à croire qu'on voit toujours la même chose au-dessus de nos têtes, sauf que la Terre elle tourne. Donc déjà au cours de la nuit, on ne voit pas les mêmes étoiles en début de nuit et en fin de nuit. Et comme la Terre tourne autour du Soleil, on ne voit pas les mêmes étoiles en automne et en hiver, par exemple, ou en été. Donc le ciel va se décaler comme ça petit à petit. Et là, pour les mois qui viennent, en tout cas, on peut identifier quelques planètes. Alors c'est vrai qu'il y a des périodes de l'année où on voit très peu de planètes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours des planètes visibles dans le ciel. Je ne peux pas vous dire c'est tous les ans, tel mois qu'on voit telle ou telle planète, puisque ces planètes ont leur mouvement propre. Comme elles bougent autour du Soleil, ça se décale d'une année à l'autre. Petite parenthèse aussi importante, souvent on dit la première chose qu'on voit briller, c'est l'étoile du Berger. Alors il faut bien se méfier de ça aussi déjà parce que l'étoile du Berger, ce n'est absolument pas une étoile. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, moi, c'est que dans étoile du Berger, il y a 3 mots et il n'y en a qu'un qui est bon, c'est du. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas une étoile, mais en plus, ça n'a jamais servi aux bergers. Ça, c'est étonnant aussi. C'est-à-dire qu'on lit encore dans des ouvrages que les bergers se servaient de l'étoile du berger pour savoir à quel moment il fallait rentrer les troupeaux ou autres. Ça, c'est un pur mythe, en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Je n'ai jamais trouvé l'origine de cette formule étoile du berger. Elle a moins de 300 ans. Elle est très franco-française et il semblerait que ça soit dû à un poète de Provence qui, dans ses contes, parlait de l'étoile du berger, ce poète qui se faisait surnommer Jean de Provence. Mais voilà, en fait, ça n'a strictement rien à voir non plus, certains le pensent, avec l'étoile des rois mages. Et en fait, l'étoile du berger, c'est le surnom qu'on a donné en fait à Vénus. Et Vénus, donc la planète Vénus, actuellement n'est pas visible. C'est-à-dire que quand on dit c'est la première que l'on voit apparaître, pas toujours en fait. Ça dépend si elle est visible. C'est un petit peu une lapalissade, mais en ce moment Vénus est derrière le Soleil vu depuis la Terre, donc elle est inobservable. Donc il ne faut pas se dire la première chose qu'on va chercher, c'est forcément l'étoile du Berger. Donc voilà. Donc quand on observe le ciel, comment identifier les planètes, c'est pas toujours simple. Disons que certaines sont très brillantes. Et puis c'est comme ça que les anciens avaient repéré aussi des planètes. C'est que le mot planète, c'est un mot d'origine grecque qui veut dire astre errant, astre vagabond. Parce qu'en observant régulièrement les planètes, une même planète, on s'aperçoit qu'elle se déplace parmi les étoiles. Alors tout à l'heure, j'ai dit que le ciel il bougeait, mais c'est l'ensemble de la voûte céleste qui se décale. Mais les planètes se déplacent parmi les étoiles. Elles traversent les constellations, traversent le ciel.
ciel. Et du coup, c'est comme ça que les anciens les avaient remarquées, c'est qu'elles n'étaient pas fixes par rapport aux étoiles, les unes par rapport aux autres, en fait. Donc ça, c'est un bon moyen d'identifier les planètes. On a tendance à dire parfois aussi que pour les identifier, il faut regarder, les étoiles ont tendance à scintiller. Alors le scintillement est dû à l'atmosphère de la Terre et les planètes scintillent pas ou peu, mais ça marche pas toujours. Donc voilà, c'est en fait, en gros, si on veut identifier une planète dans le ciel, je conseille aujourd'hui une application sur smartphone. Au moins avec certitude, vous dirigez votre smartphone vers un point du ciel, il va vous faire apparaître le nom de l'objet qui est derrière le smartphone, et c'est le seul moyen d'identifier avec certitude les planètes quand on ne connaît pas le ciel. Parce qu'en ce moment, on voit bien Saturne, mais Saturne, si on peut très bien la confondre avec n'importe quelle étoile à l'œil nu, en fait, même si on la voit très bien. Donc il y a les planètes à voir. Alors, combien de planètes à voir à l'œil nu? En principe, on peut en voir 5, mais on les voit rarement toutes les 5 en même temps. Disons qu'on peut voir assez facilement Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Mercure est assez délicate à voir, mais on ne les voit pas tout le temps en même temps. Et puis après, à l'œil nu, alors le nombre d'étoiles, évidemment, on va en parler tout à l'heure, tout dépend aussi de la pollution lumineuse. Mais quand on parle de pollution lumineuse, il y a aussi, entre guillemets, une pollution lumineuse naturelle. C'est la Lune, par exemple, qui fait que les nuits de pleine Lune, on voit que quelques centaines d'étoiles tout au plus. Mais quand on est vraiment sous un ciel bien noir, alors on va dire en France, parce que c'est vrai que les ciels de désert sont très beaux, ou de haute montagne, mais ils sont quand même assez rares. Mais on peut voir autour de 1800 à 2000 étoiles à peu près à l'œil nu, ce qui est déjà pas mal. Et puis, c'est encore la bonne période actuellement aussi pour voir la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, c'est vrai qu'on s'aperçoit toujours avec la pollution lumineuse que à peu près, maintenant, on va dire, la moitié de la population française n'a plus accès à la Voie lactée, parce qu'il suffit d'habiter dans un village avec quelques lampadaires pour que la Voie lactée disparaisse. Mais la Voie lactée, c'est cette belle traînée grisâtre qui traverse le ciel. Et c'est assez émouvant quand on sait ce qu'on observe, parce qu'en fait, ce sont des milliards d'étoiles extrêmement lointaines que nos yeux n'arrivent pas à séparer les unes des autres. Et donc, c'est ce qu'on appelle notre galaxie, un rassemblement de plusieurs centaines de milliards d'étoiles que l'on voit en fait par la tranche. Et puis, en ce moment, si on a un beau ciel bien noir, on peut observer aussi l'objet le plus lointain qu'on puisse voir à l'œil nu. Alors ça, c'est toujours assez émouvant, en fait. C'est la galaxie d'Andromède. Donc une autre galaxie que la nôtre, qui compte plusieurs centaines de milliards d'étoiles, qui se situe à peu près à 2,5 millions d'années-lumière. Alors c'est un chiffre assez vertigineux. En gros, on ne va pas le convertir en kilomètres parce que ça n'aurait aucun sens, mais déjà en années-lumière, on n'arrive pas à se le représenter. Mais en gros, il faut se dire que quand on le voit, sa lumière a voyagé pendant 2,5 millions d'années avant de venir mourir sur notre rétine. Donc ça, c'est assez émouvant parce que ça veut dire que c'est ça aussi qui est fascinant quand on observe le ciel, c'est que observer le ciel, c'est toujours regarder le passé. Et en fait, on ne voit rien au temps présent puisque les distances sont incroyablement grandes entre les astres. Même le Soleil, dans la journée, il y a 8 minutes environ de retard, mais les étoiles, c'est plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, centaines d'années ou milliers d'années pour les plus lointaines qu'on puisse voir à l'œil nu. Et la galaxie d'Andromède, quand on dit qu'elle est à 2,5 millions d'années-lumière, ça veut dire qu'on la voit telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Donc ça, c'est assez fabuleux de se dire qu'observer le ciel sans instrument, ou simplement avec nos yeux, on fait déjà un voyage dans le temps. Et vous ne voyez que des choses du passé, en fait. Et ce qui est assez surprenant aussi, c'est que vous voyez une superposition de différents passés. Puisque, en fait, les étoiles n'étant pas à la même distance, si vous regardez une étoile à 300 années-lumière, vous la voyez telle qu'elle était il y a 300 ans. Mais si juste à côté d'elle, il y a une étoile qui a 25 années-lumière, vous la voyez telle qu'elle était il y a 25 ans. Pourtant, on les voit côte à côte en même temps, mais on ne les voit pas avec le même décalage. Donc ça, c'est assez fascinant. Donc voilà pour ces choses à observer dans le ciel. Donc après, évidemment, il y a plein de choses qui sont totalement inaccessibles à nos yeux. On ne peut pas voir, par exemple, ce qu'on appelle des galaxies, on ne peut pas en voir d'autres à l'œil nu depuis chez nous, en tout cas. Oui, moi je veux bien juste rebondir un tout petit peu avant de parler de ce qu'on voit entre les étoiles, du ciel plus lointain, on va en dire un petit mot. Mais à propos des planètes dont Patrick a parlé tout à l'heure, des planètes on a donné le nom planète chez les anciens Grecs, je voulais dire qu'à l'époque, on voyait les 5 planètes qu'on voit à l'œil nu, qui sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et les anciens Grecs ajoutaient aux planètes, comme planète c'est astre errant par rapport aux étoiles, le Soleil et la Lune. Et donc, ils avaient 7 planètes, incluant le Soleil et la Lune, avec quasiment des bonnes distances, des bonnes distances, je veux dire qu'ils savaient lesquelles étaient les plus proches et lesquelles étaient les plus lointains. Donc, ça faisait une liste en commençant par la Lune et en terminant par Saturne, et avec le Soleil au milieu.
Et je voulais simplement dire que c'est l'origine du nom des jours qu'on a actuellement. Si vous regardez un petit peu cette liste, si vous commencez par la Terre, vous terminez par le Soleil, vous commencez tout de suite par la Lune, c'est le lundi. Ensuite, après le Soleil, vous allez Mars le mardi, vous revenez à Mercure le mercredi, Jupiter le jeudi, Vénus le vendredi et Saturne le samedi, et vous terminez par le Soleil, le jour de Dieu, le jour du Soleil. Voilà. Donc en fait, j'aime bien raconter ça parce que ça montre la manière dont ça s'est imprimé dans notre vie de tous les jours, en fait. Quand on vit tous les jours, quand on donne une date, eh ben, c'est par rapport aux planètes. Voilà. Donc, par ailleurs, ben oui, je peux rebondir un petit peu sur ce que disait Patrick, qui est extrêmement important, c'est-à-dire quand on voit le ciel, on voit le passé. Et donc, à l'œil nu, on voit jusqu'à la galaxie d'Andromède, qui d'ailleurs se rapproche de nous. Donc, en fait, on sait que, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait que l'univers est en expansion, comme on dit, c'est-à-dire que d'une manière générale, d'une manière globale, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais il peut y avoir des effets locaux, là aussi locaux entre guillemets, parce que locaux à l'échelle de l'univers, 2,5 millions d'années, c'est pas loin pour une galaxie, entre nous et la galaxie, parce que les galaxies peuvent être distantes, ça peut être des milliards d'années. Et en fait, la galaxie d'Andromède se rapproche de nous. Il faut savoir que la galaxie d'Andromède et la Voie lactée, notre galaxie, vont se rencontrer dans 5 milliards d'années. Ce n'est pas demain, mais ça correspond à peu près au temps de vie qui reste au Soleil. Voilà. Donc, c'est comme ça, il y a beaucoup de collisions. Donc, en fait, grâce aux instruments, en fait, j'ai envie de dire que les êtres humains se sont créés des sortes de prothèses. Je dirais des sortes de prothèses, c'est-à-dire pour aller au-delà, grâce à la technique, aller au-delà de ce que nos sens peuvent directement nous montrer. Donc, par rapport à la vue, au-delà, ça veut dire des instruments qui permettent de rassembler plus de lumière, ce qui permet de voir très, très loin. Et puis aussi, le fait d'aller dans l'espace. Alors là, du coup, j'ai parlé des satellites que je trouvais nocifs tout à l'heure dans des buts de communication humaine. Mais envoyer les satellites à but astronomique, c'est-à-dire à but de mieux comprendre l'univers, c'est un satellite de temps en temps. Ce n'est pas des constellations de satellites, 60 satellites toutes les 2 semaines. Celui dont on a énormément parlé récemment, qui est le James Webb Space Telescope, qui a non pas pris la place du Hubble Space Telescope, mais qui vient au-delà, disons, et qui est installé, il est installé, lui, à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, c'est-à-dire qu'il tourne autour du Soleil, en fait. Et le James Webb, il tourne autour du Soleil en même temps que la Terre, et de telle manière que la Terre est toujours entre lui et le Soleil. Ce point de Lagrange est un point particulier pour lequel on a ça, c'est-à-dire que l'objet tourne autour du Soleil en même temps que la Terre, donc il est toujours visible de la Terre et qui nous apporte des images fabuleuses. Donc, je pense, évidemment, moi je suis passionné par l'observation du ciel et avec aussi les grands instruments qui nous permettent d'aller sonder. Alors du coup, presque, enfin jusqu'au Big Bang, on peut dire, pas jusqu'au Big Bang parce que on peut pas arriver jusque-là, mais presque, c'est-à-dire plus de 13 milliards d'années-lumière. Donc, moi, je pense que c'est un petit peu à chacun de dire sa conviction personnelle, mais je pense que c'est aussi fondamental pour l'humanité de mieux comprendre l'univers dans lequel il vit. Moi, je donne toujours une comparaison avec le bébé. Voilà, ça, pour moi, ça fait partie de la dignité de l'être humain. Vous avez un bébé dans son berceau, vous lui donnez à manger, vous arrangez pour qu'il puisse dormir correctement, vous le soignez quand il est malade, vous lui donnez l'amour des parents, tout ça, c'est parfait. Mais le bébé, il a besoin de quelqu'un d'autre. Il a besoin de comprendre, et pas de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Il a besoin de comprendre le monde dans lequel il vit. Et pour ça, il commence à regarder, il touche tout ce qui vient à sa portée. Quand il commence à sortir de son berceau, il marche à 4 pattes, il va chercher les objets, il les casse souvent, mais c'est parce qu'il a besoin c'est une sorte c'est du jeu, mais c'est du jeu pour mieux comprendre son environnement. Et je pense que nous sommes tous, l'humanité, comme
comme un bébé qui a besoin de comprendre son environnement. Et pour ça, on est sorti. On est sorti du berceau qui est la Terre et on a commencé à envoyer des instruments. Mais l'intérêt d'envoyer des instruments dans l'espace, c'est d'une part d'observer le ciel dans des rayonnements qui n'arrivent pas jusque sur la Terre. Je parlais tout à l'heure de cette fenêtre atmosphérique qui laisse passer les rayonnements du rouge au violet. Bon, là, quand on envoie un instrument dans l'espace, on peut voir tous les rayonnements, à condition d'avoir un détecteur adapté. Il y a la technologie qu'il faut, mais tous les rayonnements, et ça nous apporte énormément d'informations. Et puis aussi, on disait tout à l'heure, Patrick disait, les étoiles scintillent. Les étoiles scintillent, ça ne vient pas des étoiles elles-mêmes, mais c'est parce que le rayonnement qui nous vient des étoiles traverse l'atmosphère et que dans l'atmosphère, il y a des tas de mouvements. Donc, ça fait scintiller les étoiles. Et bien, quand on est dans l'espace, les étoiles scintillent plus. Donc, c'est tout bête, on peut faire des poses, au sens des poses photographiques, même si ce n'est pas des appareils photo. On peut faire des poses très, très longues. Et ça permet de voir de plus en plus loin ce qu'il y a entre les étoiles, qu'on voit à l'œil nu, et on va comme ça jusqu'aux confins de l'univers. Et c'est ce que fait le télescope James Webb actuellement, c'est ce qu'a fait Hubble avant, et James Webb va encore plus loin. Donc ça, c'est au-delà de ce qu'on peut voir soi-même à l'œil nu depuis la Terre, mais je pense que c'est assez émouvant de savoir qu'entre les étoiles, il y a encore tout ça, et qui nous apporte tellement d'informations sur l'univers dont nous faisons partie. Parce que voilà, d'une certaine façon, il n'y a pas que, entre guillemets, les étoiles, les planètes. Quand on parle d'une certaine façon d'observation, voilà, James Webb va plus loin. C'est par exemple, il y a, si je m'abuse, les amas aussi. Je crois les amas stellaires. Alors, il y a ce genre des de amas choses. d'étoiles qui sont très importants. Là, oui, je vois que Patrick, il pourra certainement en parler. Il y a les amas d'étoiles, mais il y a aussi, beaucoup plus loin, il y a des amas de galaxies. En fait, toutes les choses se regroupent. Donc, il y a des étoiles regroupées en amas qui sont des étoiles qui se sont toutes formées en même temps dans un même nuage de gaz. Par exemple, les Pléiades, dont je parlais tout à l'heure, qui étaient connues par les hommes préhistoriques. Et puis, quand on va plus loin, donc on voit des galaxies, mais ces galaxies ne sont pas réparties uniformément dans l'univers. On voit des amas de galaxies et on voit des super amas de galaxies qui sont des amas combinés entre eux. Et puis, on voit ce qu'on appelle, quand on va de plus en plus loin, ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers. Et bien, on essaie de comprendre comment tout ça s'est formé depuis les premiers instants de l'univers. Voilà. Mais si on revient aux amas d'étoiles, ça, c'est quelque chose de visible et intéressant pour les gens avec ou sans instrument. Je pense que Patrick va avoir des choses à dire sur ce sujet. Oui, parce que c'est vrai que quand on regarde le ciel à l'œil nu, alors quand on le regarde attentivement, donc au premier abord, on voit des étoiles. Si on a un beau ciel, on voit la Voie lactée en été et puis en automne, et puis on peut identifier quelques planètes. Et puis si on regarde attentivement le ciel, on peut voir par-ci, par-là des petites taches un peu floues, isolées dans le ciel. Et ces petites taches, ça correspond à des objets qui sont souvent relativement lointains et que nos yeux n'arrivent pas à résoudre correctement, et qui peuvent être, comme l'a dit Sylvie, des amas d'étoiles. Alors les Pléiades, par exemple, on les voit très bien en ce moment. Les Pléiades, on les voit très bien en automne et en hiver. C'est un petit paquet d'étoiles qui est visible en ce moment en début de nuit, plutôt dans la direction de l'Est, qui ressemble à une mini casserole, quoi. Les Grecs les surnommaient les 7 sœurs parce qu'on peut voir, ceux qui ont de très bonne vue voient 7 étoiles à l'œil nu, mais on en voit 5 ou 6. Donc ça, c'est facilement identifiable. Surtout que la planète Mars n'est pas très loin actuellement, et Mars, on la reconnaît bien, sa couleur rouge-orangée, puis elle est assez brillante aussi actuellement. Et puis on peut voir aussi, par exemple, va arriver dans quelques semaines maintenant la constellation d'Orion, qui est l'une des plus jolies constellations du ciel, avec 3 étoiles alignées qui forment la fameuse ceinture d'Orion. Et quand on regarde sous la ceinture d'Orion, on voit une petite tache un peu floue qui est en fait une nébuleuse, ce qu'on appelle une nébuleuse diffuse, une pouponnière d'étoiles. Et ça, c'est toujours émouvant aussi de se dire que l'on voit justement à l'œil nu une petite tache floue qui est un endroit dans lequel se forment des étoiles. Alors, on n'assiste pas à la naissance en direct parce que ce sont des processus extrêmement lents. Enfin, on peut voir des étoiles en train de se former, mais on n'a pas vu une étoile qui s'allume comme ça dans la nébuleuse, évidemment. Mais on peut voir comme ça, voilà, des endroits où les étoiles se forment. En été aussi, on en voit à l'œil nu le long de la Voie lactée, on peut voir des petites taches. Donc ça, c'est des choses qu'on peut identifier simplement à l'œil nu. Et puis comme souvent, on a à la maison une paire de jumelles, ne serait-ce que simplement diriger une paire de jumelles vers le ciel. Et là, il y a plein de choses qui deviennent accessibles, quoi. Et on voit beaucoup mieux des amas d'étoiles, beaucoup mieux des nébuleuses. Et donc là, du coup, on a une autre vision de notre univers, quoi.
Alors, pour la nébuleuse d'Orion, moi, ce que je pense émouvant et qui est extrêmement récent, hein, resté quelques années, c'est que grâce à des très, très grands instruments, hein, comme le VLT, le Very Large Telescope au Chili, et puis ALMA qui est Atacama Large Millimeter Array, c'est ça, qui est situé à 5500 mètres d'altitude au Chili sur un plateau dans l'Atacama et qui est là du coup un système d'observation de radio enfin, avec des radiotélescopes. Eh bien, en observant, donc comme disait Patrick, on ne voit pas une étoile qui s'allume parce que la formation d'étoiles, ça dure peut-être une dizaine de millions d'années. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit en temps réel, mais on voit des images d'étoiles en train de se former, donc, et à plusieurs étapes de l'évolution. Et ce qu'on a découvert, ça on le sait depuis assez longtemps, mais ce qui a été découvert depuis quelques années, c'est des systèmes planétaires en formation autour de ces étoiles. Donc en fait, on découvre un disque, on voit un disque qui est un disque de gaz et de poussière. Au centre, un renflement un peu rouge. Enfin, bon, c'est un peu rouge quand on le regarde, c'est des fausses couleurs. Quand on vous montre les images, c'est des fausses couleurs, mais enfin, c'est quand même ça. Et dans le disque, on voit des traces de planètes en formation. Donc, en fait, ces observations ont montré que, d'une façon vraiment très concrète, hein, on s'en doutait, mais très concrète, que les étoiles se forment normalement, enfin, ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel, avec des systèmes planétaires autour, qui se forment autour, enfin des disques autour qui peuvent devenir des systèmes planétaires. Alors, quand on regarde la ceinture, pas la ceinture, quand on regarde la nébuleuse d'Orion, qu'on peut voir le nu effectivement, ou encore mieux avec les jumelles, on peut se dire qu'il y a là des systèmes planétaires en formation. Et ça, je trouve que c'est assez émouvant. C'est un cas où la connaissance scientifique, à mon avis, apporte un peu d'émotion supplémentaire à ce qu'on observe, même si quand on observe à l'œil nu, évidemment, on ne les voit pas, ces disques planétaires en formation. Et puis, pour rebondir par rapport à la question à quoi sert le ciel dans notre société actuelle, par exemple, il y a une chose aussi qui me semble très importante quand on observe le ciel, on a un lien avec le ciel particulier parce que, en fait, on sait maintenant depuis quelques décennies aussi un peu quelle est l'origine de la plupart des éléments. Et en fait, ça crée avec nous un lien quand même assez fascinant parce qu'en fait, quand Hubert disait nous sommes des poussières d'étoiles, on sait que les étoiles sont les usines à atomes de l'univers. On va dire. On sait que bon, l'hydrogène, l'hélium se sont synthétisés au moment du Big Bang, mais la plupart des éléments, par exemple le calcium qu'on a dans nos os, le fluor dans nos dents, a été synthétisé par certains phénomènes, par certains types d'étoiles. Et ça, c'est assez fascinant de se dire qu'on a un vrai lien avec le ciel, avec les étoiles, puisqu'en fait, nous sommes en quelque sorte les enfants des étoiles aussi. Et donc ça, c'est quelque chose, quand on veut recréer un lien avec le ciel, alors déjà, moi, je me rends compte que même les gens qui sont citadins, qui passent beaucoup de temps derrière des écrans, dès qu'on leur montre un vrai beau ciel, et ben là, ça marche avec tout le monde. Personne n'est insensible, en fait, à ce ciel. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gamins dans des milieux défavorisés, dans des banlieues et tout, et dès qu'on les met en contact avec le ciel, et ben, c'est quelque chose qui est totalement, en fait, pour eux, c'est vraiment un truc complètement nouveau et fascinant, quoi. Donc, et c'est pour ça qu'il faut garder ce contact avec le ciel et on peut le faire simplement en racontant notre histoire parce qu'on fait partie en fait de ce ciel, quoi. Et justement, on en a un peu parlé avant, donc, vous avez par exemple des techniques observées à l'œil nu avec des jumelles, et justement, en fait, pourquoi on peut servir pour observer le ciel, tout simplement, que ce soit des équipements peut-être simples ou des équipements peut-être un peu plus complexes, et dans quelles conditions on peut se servir de ces outils en fait? Alors, en fait, c'est vrai que je dirais qu'il ne faut surtout pas griller d'étapes quand on veut observer le ciel, parce que je vois, moi, beaucoup de personnes qui décident de se mettre à l'astronomie amateur et qui achètent tout de suite un télescope. Alors, c'est bien et pas bien, parce que souvent, en fait, on se rend compte que manier un télescope, ça demande un certain apprentissage, ça demande pas mal de temps, et puis se rendre compte aussi souvent que finalement, il y a
plein de choses qui sont pas forcément aussi spectaculaires que ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire que si on ne connaît rien à l'astronomie et qu'on dirige un télescope vers une étoile, c'est une forme de déception parce que l'étoile, on la voit comme un point. C'est-à-dire que les étoiles, elles sont tellement lointaines que même si certaines sont des centaines de fois plus grandes que le Soleil, elles apparaissent toujours ponctuelles dans les télescopes amateurs. Il y en a bien quelques-unes qui apparaissent légèrement sous forme d'un petit disque avec des très grands instruments professionnels. Mais bon, donc au niveau amateur, c'est inaccessible. Donc une étoile, c'est un point. Donc ça, c'est souvent une déception. Les planètes, quand on les vise dans un instrument, on arrive à voir des détails. Donc là, on voit très bien les anneaux de Saturne, les satellites de Jupiter, et c'est très, très beau. Mais au-delà, ça peut devenir vite un peu difficile. Donc moi, j'encourage plutôt les gens déjà à connaître un petit peu le ciel à l'œil nu, parce qu'il y a déjà plein de choses à faire à l'œil nu, ne pas griller d'étapes. Donc là, on peut s'aider soit d'une bonne vieille carte du ciel, hein, comme il en existe encore, des cartes du ciel papier qui se règlent en fonction de l'heure et de la date, et de la position géographique, évidemment. Ou alors, maintenant, évidemment, comme tout le monde a un smartphone, il y a plein d'applications gratuites, hein, pour la plupart, qui sont très efficaces aussi. Moi, personnellement, j'ai bien carte du ciel parce qu'il n'y a pas trop de pubs non plus. Souvent, celles qui sont gratuites sont encombrées de pubs. Simplement, carte du ciel, c'est gratuit. Et voilà, vous dirigez votre smartphone depuis n'importe quel endroit dans le ciel, même en plein jour, et ils vous disent ce qu'il y a en fait de l'autre côté. Donc, pour identifier, par exemple, on sait que à de rares moments, on peut voir Vénus en plein jour. La Vénus est l'un des rares astres qu'on peut voir en plein jour en dehors de la Lune et du Soleil. Et pour essayer de la trouver en plein jour, on peut s'aider d'un smartphone. Ou la nuit, on va comme ça retrouver les dessins des constellations, retrouver le nom des planètes assez facilement. Donc ça, je dirais que c'est une première chose. Pardon. Après, si on y va un peu graduellement, la paire de jumelles. La paire de jumelles est quand même relativement intéressante parce qu'on est libre, on se déplace un petit peu comme on veut. Et remonter la Voie lactée avec une paire de jumelles, ça reste quand même relativement agréable et on découvre plein de choses. Regardez les Pléiades avec une paire de jumelles, regardez la galaxie Andromède avec une paire de jumelles. Pardon. Donc voilà, après, acheter un télescope, c'est très bien, mais il faut savoir que l'observation peut être décevante un petit peu au début, quoi, parce qu'on est habitué à de très belles photos qui, comme le dit Sylvie, sont parfois, pas toujours, mais assez souvent en fausse couleur. En tout cas, le James Webb, ce n'est que de la fausse couleur. Et en fait, on s'attend à voir la même chose avec nos télescopes amateurs, on ne verra jamais ça. C'est-à-dire que quand Saint-Exupéry disait « l'essentiel est invisible à nos yeux », ça marche aussi très bien en astronomie parce qu'il y a plein de choses qui sont relativement décevantes. Pardon. Ça fait 2 jours que j'ai une petite trachéite, je suis désolé. Ce n'est pas le Covid, je vous rassure. Mais voilà, j'ai trop parlé, je crois, aussi la semaine dernière. Donc du coup, en fait, il faut savoir que quand vous regardez dans un télescope une galaxie, les photos sont très belles. On voit souvent des galaxies avec des bras spiraux, des couleurs et tout. En observation dans un télescope amateur, ça va rester en fait plutôt flou et sans couleur et sans détail, quoi. Donc, il faut être très prudent, quoi. C'est-à-dire que, alors, on s'aperçoit, moi qui fais beaucoup de photos, que dès qu'on fait de la photo avec son instrument, les détails et les couleurs apparaissent. Donc, c'est pas l'instrument qui est limité, c'est notre œil qui ne permet pas de voir en fait tout. Alors, l'œil est relativement performant, beaucoup plus qu'un capteur, mais sauf que le capteur, il accumule les informations. Quand Sylvie disait on fait des pauses, oui, on va faire des pauses pendant plusieurs heures sur un objet. Et donc, pendant plusieurs heures, la lumière est accumulée. C'est une accumulation d'informations, ce que ne fait pas notre cerveau, évidemment. Donc, du coup, nous, on est très sensible sur un instant de pause très court, mais on n'accumule pas l'information. Donc, c'est pour ça qu'on voit les objets beaucoup moins détaillés en observation directe plutôt qu'en photo. D'ailleurs, la nuit, quand on regarde simplement la couleur des étoiles, on a beaucoup de mal à percevoir la couleur des étoiles. Pourtant, il y a beaucoup d'étoiles relativement colorées, mais à part les plus brillantes, on ne voit jamais la couleur. D'ailleurs, il y a une expression qui marche très bien en astronomie. Quand on dit la nuit, tous les chats sont gris, effectivement, on ne perçoit pas bien les couleurs la nuit. Et quand on se regarde d'ailleurs dehors, nos vêtements, on se voit en noir et blanc, en gamme de gris. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des choses qu'on regarde, les nébuleuses qui sont très belles en photo, apparaissent quasiment toujours en noir et blanc et flou dans un télescope. Donc, je dirais qu'il faut se préparer. Il faut pas, quand on achète un instrument pour observer le ciel, il faut savoir ce qu'il y a à voir et comment on va voir dans un instrument. Ça, c'est une chose qui me semble essentielle. Ça, c'est un défaut, si on peut dire, une limitation de l'œil humain physiologique. C'est qu'en dessous d'une certaine intensité lumineuse, je ne sais pas, je ne me rappelle plus les détails, une question de cône et de bâtonnet sur la rétine, mais quand on est en dessous d'une certaine intensité lumineuse, on ne reconnaît plus les couleurs.
Et ça, c'est vrai qu'on voit des étoiles, on les voit jaunes ou blanches avec un petit reflet rouge, un petit reflet bleu. Et en réalité, elles sont vraiment beaucoup plus bleues que ça. Et on parlait tout à l'heure de fausses couleurs. La plupart des images qu'on voit sont en fausses couleurs, mais il y a des vraies couleurs dans le ciel. Il y a des vraies couleurs dans les nébuleuses. Et il y a des images en vraies couleurs. Les images du télescope Hubble, il y en a en vraies couleurs, qui dépendent de la composition chimique et de la température dans la nébuleuse, à l'endroit où on regarde. Et on peut voir du rouge, on peut voir du vert, ça dépend des atomes qui sont là. Donc, c'est vrai que le ciel, en fait, est coloré, mais nous, avec l'œil, nous ne pouvons pas voir les couleurs comme il faut. Et puis, je rajouterai encore une petite chose sur l'observation du ciel par rapport à nos yeux. Il faut aussi déjà habituer nos yeux à la vision nocturne. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va… c'est pas parce qu'on sort dehors en pleine nuit que tout de suite, on a notre vision nocturne. C'est-à-dire que d'un point de vue physiologique, il se passe quelque chose. Déjà, on a la pupille qui se dilate, mais ça, c'est extrêmement rapide. Par contre, on doit sécréter en fait la protéine de la vision nocturne qui s'appelle la rhodopsine. Et cette rhodopsine, il faut à peu près un quart d'heure à notre organisme pour la sécréter. Et pour ça, il faut être dans le noir. C'est qu'il ne faut pas de source de lumière forte. Quand je parlais tout à l'heure de CD d'un smartphone, il faut faire attention à la lumière des smartphones qui est vive, les écrans sont assez grands. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, du coup, passer en mode nuit. Il y a souvent un mode nuit sur ces applications. C'est-à-dire qu'on passe en lumière rouge et il faut réduire la luminosité maximale en fait du smartphone. Et en fait, si vous prenez une source de lumière très forte, eh bien, votre rhodopsine se détruit et il faut attendre à nouveau un quart d'heure pour qu'elle se reforme. Donc ça, c'est très important. Quand vous sortez d'une pièce fortement éclairée, il faut attendre un quart d'heure dans le noir pour être en vision nocturne et bien préserver nos yeux. Et après, ce que disait Sylvie, effectivement, il y a les cônes et les bâtonnets. Donc, les cônes sont les cellules qui nous servent essentiellement à voir les couleurs et à voir les fins détails, mais qui sont des cellules qui sont peu sensibles si elles reçoivent peu de lumière et qu'il ne se passe rien. Et la nuit, elles travaillent très peu, ces petites cellules, elles passent le relais aux bâtonnets, qui sont des plus grosses cellules, on pourrait dire des plus gros pixels, en gros, en exagérant, et qui sont plus sensibles, en fait, aux faibles lumières, mais qui ne voient pas les couleurs. C'est la raison pour laquelle on a du mal à percevoir, en fait, les couleurs la nuit, même quand on est dehors, sans regarder le ciel, on voit essentiellement tout en noir et blanc. Voilà, donc l'observation du ciel, c'est aussi faire attention à ses yeux, quoi, à préserver ses yeux. Et une petite astuce aussi qui est assez surprenante, c'est que notre rétine, donc on a de nombreux bâtonnets, ces cellules de la vision nocturne, mais ils sont encore plus nombreux sur la périphérie. Ça veut dire que si vous voulez bien voir quelque chose qu'on ne voit pas très bien, un truc très peu brillant dans le ciel, vous le regardez légèrement de côté. C'est un peu bizarre, mais si vous voulez bien voir la galaxie d'Andromède à l'œil nu, si vous la fixez, vous ne la voyez pas très bien. Si vous regardez légèrement à côté, elle apparaîtra en fait parce que vous avez plus de cellules sur le bord de votre champ d'observation. Voilà, petite astuce aussi facile à mettre en œuvre, mais très pratique. Très bien. Et justement, par rapport donc à ces instruments, alors du coup, vous nous l'avez dit, peut-être plus privilégier, y aller par étapes. Par exemple, par rapport aux couleurs, du fait qu'on ne les voit pas, j'y songeais aussi quand on veut par exemple prendre des photos du ciel, parce que par exemple, je sais pas, on se dit la lune elle est belle, on voit qu'avec nos appareils à nous, c'est pas très, enfin voilà, un téléphone c'est pas assez fiable. Et par exemple, est-ce que les appareils photo, tout ça, parce que je sais que, enfin, je vais reprendre, je sais que dans le ciel, on a aussi les longueurs d'onde différentes de celles que nous on peut voir. Est-ce que par exemple nos appareils comme des appareils photo, où on vous dirait on veut prendre avec un certain appareil photo le ciel en photo, est-ce que ça verrait d'autres couleurs qui peuvent capter peut-être dans ces longueurs d'onde qu'on voit pas? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, non, oui, enfin, pardon, Sylvie, tu veux peut-être. Non, c'est simplement que, comme le disait Sylvie tout à l'heure, l'atmosphère, c'est un filtre. L'atmosphère laisse passer le rayonnement visible, un tout petit peu d'UV, puis un petit peu d'infrarouge. Pour le reste, tout est bloqué par l'atmosphère. Donc, les capteurs sont relativement sensibles à l'infrarouge. D'ailleurs, il y a des filtres anti-infrarouge dessus pour la photo de tous les jours. Mais de toute façon, il faut considérer que ce qui arrive à la surface de la Terre, c'est essentiellement du rayonnement de la lumière visible, quoi. Donc, en photo, on va photographier des choses que l'œil ne voit pas, mais ça reste de la lumière visible. Okay. Et alors après, quant au choix des appareils photo, alors je serais un petit peu plus maintenant, je n'aurais pas tout à fait le même avis sur les smartphones parce que depuis un an ou deux, on voit certains smartphones qui commencent à faire des photos du ciel assez surprenantes. Alors, ce n'est pas tous les smartphones, hein, mais on voit par exemple que certains smartphones ont carrément un mode astrophoto.
Alors après, donc on peut commencer avec certains types de smartphones. À ma connaissance, sur le marché, il y a moins de 5 smartphones qui sont bien adaptés à l'astrophoto. Alors c'est pas l'idéal, hein, mais on peut déjà mettre le pied à l'étrier avec ça. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que vu que malgré tout, on a des très faibles lumières, il faut poser plusieurs secondes. Donc, tous les smartphones ont des temps de pause qui peuvent, enfin, tous les smartphones adaptés à l'astrophoto ont des temps de pause qui vont au moins Ah, oui. smartphone 30 secondes à la main, quoi. On est bien d'accord. Donc, il faut un adaptateur, il faut un pied photo. Et il faut un petit adaptateur, ça existe, un adaptateur pour mettre un smartphone sur un pied. Et là, il faut lancer après des pauses de 10, 15, 20 secondes. Et là, c'est vrai que c'est très surprenant parce que vous aurez, mais alors, beaucoup plus d'étoiles en 20 secondes simplement qu'un smartphone sur une photo que ce que vous voyez à l'œil nu de la même région. Donc, on peut déjà faire des petites choses. La Voie lactée, par exemple, en été, sous un très beau ciel de campagne, c'est très bluffant avec un bon smartphone. Et on voit des couleurs. Et on voit des couleurs aussi, puisqu'évidemment, nous, on est moins performants sur la vision des couleurs la nuit, mais les capteurs numériques n'ont pas leur sensibilité qui baisse la nuit. Oui. Et justement, dans cette façon-là, j'aurais aimé demander justement comment, enfin, alors on y a déjà répondu plutôt pas trop mal depuis le début, comment se former en fait à observer le ciel. Donc ça, voilà, on l'a dit en y allant progressivement. Et je vois une question dans le chat qui pourrait peut-être s'y rapporter un peu. Est-ce qu'il existe par exemple des outils pédagogiques, des jeux, des supports qui peuvent être aussi une porte d'entrée sur la façon dont on pourrait se former à observer le ciel, à Après, alors, découvrir le ciel? oui, il existe avec YouTube, il y a plein de YouTubeurs en astronomie qui partent vraiment du B à bas, quoi, observer le ciel à l'œil nu, choisir une paire de jumelles. Il y a pas mal de choses en fait qui existent, qui sont faisables. Après, il y a effectivement, alors dans les supports. Bon, vous avez après, ça reste classique, mais il y a des livres. Il existe évidemment des livres d'astronomie toujours pour s'initier à l'observation du ciel. Il y a pas mal, et puis il y a tout ce qui est application, je dirais effectivement Moi, j'encourage vraiment les gens à mettre une application sur leur smartphone pour observer le ciel, quoi. Parce que ces applications, c'est pas simplement d'ailleurs une carte du ciel. Vous avez un petit peu une encyclopédie astronomique dedans. C'est-à-dire que vous sélectionnez un objet, vous sélectionnez une planète, vous avez plein d'infos en fait sur cette planète. Vous avez même un lien vers la page Wikipédia souvent. Donc, voilà, simplement déjà avec peut-être une application, quelques vidéos YouTube et puis quelques livres d'astronomie pour débuter dans l'observation du ciel et on peut déjà commencer, je pense. Après, il faut être un peu assidu, quoi. C'est-à-dire que si on observe le ciel une fois de temps en temps, eh ben, on oublie vite. Donc, il faut le faire régulièrement. Je pense surtout que le ciel, il change. Si vous observez le ciel en été et que vous revenez 6 mois après en hiver, eh ben, c'est plus la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut l'observer régulièrement et aux 4 saisons pour qu'il nous soit assez familier. Oui. D'ailleurs, je crois d'ailleurs que Sylvie Vauclair, vous avez écrit des livres aussi qui sont peut-être accessibles justement pour ça. Ah oui, mais ce n'est pas des livres, comment dire, dédiés à l'observation de l'astronomie depuis la Terre et aux techniques. Non, moi, ce sont des livres un peu plus généraux sur les connaissances en astronomie, les connaissances sur l'univers, mais toujours liées à l'humanité. C'est-à-dire que moi, je suis très imprégné de cette relation profonde de l'être humain et du ciel. Et quand je dis, quand on parle, parce que souvent quand on parle de l'univers, sauf pour les gens qui sont a priori intéressés, mais sinon d'une manière générale, quand on parle de l'univers dans un public qui s'y intéresse pas spécialement, l'idée c'est oh là là, mais ça ne nous concerne pas, oh là là, mais c'est très loin, c'est pas nous on s'intéresse à ce qu'on est sur la Terre, etc. Et donc, moi, mon message, ben oui, ça vous concerne. C'est de vous qu'il s'agit quand on parle de la Terre dans l'espace, quand on parle de ce qu'est l'espace, quand on parle de ce qu'est l'univers dans lequel on évolue, quand on parle de l'histoire de l'univers, et nous faisons partie, nous, l'humanité, de cette histoire. Donc, à un certain moment, et depuis un moment extrêmement court, vous savez, de l'histoire de la Terre. Les gens n'imaginent pas toujours que nous sommes sur la Terre. Si moi je prends la comparaison, on peut prendre toutes sortes de comparaisons. J'aime bien la comparaison avec la taille du corps humain. Donc, si on considère que l'âge de la Terre, c'est comme la taille du corps humain,
eh bien, l'humanité est là depuis une période qui correspond à peu près à l'épaisseur de l'ongle. Donc, c'est vraiment, nous sommes là depuis extrêmement peu de temps, extrêmement peu de temps. Et les gens pensent que les dinosaures, c'était tout à fait à l'origine, mais pas du tout. Les dinosaures, c'est aussi depuis beaucoup plus longtemps, évidemment, mais par rapport à l'âge de la Terre, ça fait, je ne sais pas, enfin, ça fait pas tellement longtemps non plus. Donc, en fait, nous faisons partie d'une évolution, une évolution de très ancienne. Et je pense que c'est important de le savoir. Et c'est important de savoir, comme disait Patrick tout à l'heure, de savoir que nos atomes, ou disons les noyaux des atomes dont nous sommes faits viennent des étoiles et retourneront aux étoiles après. En fait, je veux dire, après la mort, quoi qu'il arrive, les atomes dont nous sommes faits, en tout cas les noyaux des atomes, parce que les atomes eux-mêmes sont un peu fragiles, mais les noyaux des atomes dont nous sommes faits retourneront à l'espace. Donc en fait, notre destin est cosmique et c'est ce genre de, comment dire, d'idées que j'ai en tête quand j'écris des livres. J'en écris effectivement pas mal sur des sujets un petit peu différents, mais toujours avec cette idée-là, c'est que c'est de nous qu'il s'agit quand on parle de ça. Voilà, la Terre est un vaisseau spatial dans le ciel et nous en faisons partie. Très bien. Eh bien, il nous reste 2 petites minutes avant qu'on passe aux questions-réponses. Donc, si vous voulez conclure sur cette discussion, Sylvie Vauclair, en tout cas, c'était un très beau discours pour la fin. Et Monsieur Écureuil, si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, j'encourage vraiment les gens à observer le ciel, hein, parce que c'est vrai que certaines personnes pensent que l'astronomie, et ça peut l'être, c'est très technique, c'est très scientifique, mais il n'y a pas besoin d'être bon en maths et en physique pour observer le ciel à l'œil nu, quoi. Et ça, c'est quand même très important. Et même d'ailleurs, pour comprendre plein de choses sur la structure de l'univers, cet après-midi, je ferai un petit atelier justement sur, en gros, notre univers et à quoi il ressemble et comment on peut l'appréhender, bah, qu'avec des mots simples et sans aucune formation scientifique, on peut aussi déjà aborder facilement l'astronomie. Donc, il ne faut pas être effrayé par l'astronomie, je pense. Et puis, il faut vraiment, pour moi, il faut encourager les gens à observer le ciel parce que c'est quelque chose qui fait un bien fou, quoi. Et non seulement ça permet de comprendre plein de choses, ça permet aussi, je dirais, que l'astronomie a tendance à amener aussi beaucoup d'humilité. Quand on comprend bien ce qu'on observe, on se dit, mais effectivement, on est insignifiant à l'échelle de l'univers et ça nous remet un peu à notre place et je trouve ça très agréable aussi. Ça conduit à des idées, pardon, ça conduit à des idées philosophiques aussi, parce que nous sommes insignifiants par rapport à l'univers. Moi, j'aime bien rebondir après et dire, par exemple, nous sommes faits de poussière d'étoiles. On reprend souvent cette expression, c'est-à-dire que les atomes, les éléments dont nous sommes faits viennent des étoiles, et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité concrète, ça. Mais ces atomes sont liés entre eux de manière extrêmement complexe. Nous avons des systèmes moléculaires, si on remonte à l'ADN, aux gènes, etc., extrêmement complexes, dont la formation au départ n'est pas du tout claire. D'ailleurs, je suis en ce moment à une conférence à Paris organisée par des jeunes chercheurs sur ce qu'on appelle l'exobiologie. Et l'exobiologie, c'est l'étude de la recherche pour essayer de comprendre comment la vie a pu arriver sur la Terre et s'il y a de la vie sur d'autres planètes. Eh bien, c'est vraiment passionnant parce que ça ne suffit pas d'avoir des atomes pour avoir ce que nous sommes. Donc, nous avons, c'est nos briques de base, les atomes dont nous sommes faits. Mais en fait, nous sommes énormément plus complexes que ça. Donc, nous sommes insignifiants à l'échelle de l'univers. Ça, c'est tout à fait, disons, physiquement, géographiquement, j'ai envie de dire, c'est la constatation qu'on peut avoir. Mais la réalité, c'est que nous avons non seulement la vie, mais aussi une conscience et une compréhension. Voilà, j'aime bien rebondir là, c'est une sorte de se reboucler, mais c'est quand même nous, avec notre cerveau, qui arrivons à comprendre tout ça, à se représenter tout ça et à se rendre compte de notre connexion avec tout ça. Il y a encore beaucoup de mystères là-dedans. Alors, mystère ne veut pas dire qu'on ne pourra jamais comprendre, mais pour l'instant, on ne comprend pas très bien. Mais je trouve ça très émouvant. En fait, il ne faut pas non plus partir de là en se disant nous ne sommes rien du tout. C'est plus la peine de continuer, nous ne sommes rien dans l'univers. Ben, ça, ce n'est pas du tout exact. Parce que, encore une fois, nous sommes beaucoup
Et c'est intéressant de connecter tout ça avec, avec la biologie et puis avec la philosophie, puis avec voilà, l'étude de qu'est-ce que la conscience, ce que nous ne savons absolument pas. Et voilà. Donc, il y a deux aspects qui se complètent. Très bien. Bah, parfait, merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux pour cette discussion qui était super intéressante. Je pense que tous ceux qui sont présents seront d'accord pour le dire. Et du coup, je vous propose qu'on passe à l'instant de questions-réponses, sachant qu'il y en a déjà une ou deux petites, par exemple, dans le chat. Alors, je vois quelqu'un qui dit « je caricature ». En gros, à quoi sert le ciel dans notre société actuelle en dehors du jardinage et de l'agriculture? Si on peut dire que ça sert à quelque chose. Je ne sais pas si… je rebondis juste là sur… il faut se méfier parce qu'il y a encore aujourd'hui, même dans nos sociétés, plein de croyances qui sont associées au ciel quand même. Hein, donc, et à la Lune, par exemple, notamment, puisque là, c'est peut-être sous forme de caricature, mais on ne va pas rentrer dans des polémiques ou autres non plus. Mais aujourd'hui, la seule influence, par exemple, de la Lune qui a été démontrée sur la Terre, c'est l'influence gravitationnelle, donc le phénomène des marées. Le reste n'est, alors selon moi, que pure croyance. Et d'ailleurs, il y a même des choses qui ont été démontrées dans l'autre sens. Par exemple, quand vous allez dans les maternités, c'est toujours assez impressionnant de voir le nombre de sages-femmes qui pensent qu'il y a plus d'accouchements à la pleine lune, ce qui est faux et on le sait depuis plusieurs décennies. Ça a été étudié sur des millions de naissances. Il n'y a pas plus de naissances à la pleine lune, mais c'est encore des croyances solidement ancrées. Quand on parle d'agriculture, je ne suis pas un spécialiste évidemment de tout ce qui est plantes, mais on sait très bien que personne ne peut montrer ou démontrer l'influence de la Lune en fait sur le jardinage dans son jardin, dans la mesure où, par exemple, on sait que la germination a besoin de plusieurs éléments qui sont assez simples. C'est la température de l'air, température de sol, hygrométrie de l'air, hygrométrie du sol. C'est les 4 paramètres importants pour la germination. Et à 10 jours d'intervalle, ils ne seront jamais les mêmes dans votre jardin, donc vous ne pouvez pas faire de comparaison. Donc, quand on veut avoir une démarche scientifique, il faut un vrai protocole, en fait. Et les gens qui vous disent que la Lune influence la pousse des radis, par exemple, ils n'ont aucun protocole scientifique, ils ne peuvent pas le démontrer. Donc, en fait, voilà, si on voulait, en fait, démontrer ça, il faudrait donc avoir une serre où tout est parfaitement contrôlé au niveau hygrométrie et au niveau température, et on montrera à ce moment-là que la Lune n'a pas d'influence, en fait, que la gravité a bien de l'influence sur les radis, mais c'est la gravité terrestre, en fait. C'est-à-dire que oui, la gravité terrestre a une influence sur tout ce qui est sur Terre, sur nous, sur les plantes. S'il n'y a pas des arbres de 300 mètres de haut, c'est parce que c'est dû à la gravité terrestre, etc. Mais globalement, c'est pas la Lune, quoi. Alors, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui dans nos sociétés le rapport, par exemple, à la biodynamie ou autre, où le ciel influencerait, ça reste pour moi, on n'est plus dans la science, mais on est dans le mysticisme et la croyance, en fait. Donc après, il faut être prudent avec ça, selon moi. C'est-à-dire que, et on n'a pas besoin de croire en tout ça pour être émerveillé devant le ciel, en fait. D'accord. Alors, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah si, il y a quelqu'un qui me demande, alors je pense que, alors j'ai il, donc j'imagine que c'est vous. Est-ce que vous croyez à l'astrologie? On est dans le même domaine. L'astrologie n'est pas une science. C'est-à-dire que l'astrologie… Alors, bon, il ne faut pas rejeter l'astrologie d'un point de vue historique. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, 2500 ans, on n'était pas astronome ou astrologue, on était astronome et astrologue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la Renaissance qu'il y a eu une séparation. Kepler, qui est quand même quelqu'un de très important dans l'astronomie, a fait en fait des thèmes, était astrologue aussi. Bon, peut-être plus pour mieux gagner sa vie qu'avec l'astronomie. Je ne suis pas sûr qu'il y croyait beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment à la Renaissance qu'il y a eu en fait une coupure, on va dire, importante. Aujourd'hui, quand on regarde l'astrologie de près, ce n'est basé sur absolument rien de scientifique. Alors certes, on nous parle des constellations, on nous parle de la position du Soleil par rapport au zodiaque, parce qu'il est vrai qu'au départ, donc, on a inventé, les premières constellations qui ont été inventées sont les constellations devant lesquelles se déplaçaient ce que Sylvie appelait les 7 planètes, la Lune, le Soleil, et puis les 5 planètes réelles. Et on s'est aperçu qu'elles se déplaçaient toujours dans la même zone du ciel, qu'on appelle la bande du zodiaque, et c'est de là que viennent les constellations du zodiaque. Donc les constellations du zodiaque, d'ailleurs, au nombre, selon les astrologues, de 12, mais quand on regarde le ciel, nous, on voit qu'en astronomie, c'est traversé par 13 constellations, mais de toute façon, ça n'a pas de sens, puisque les constellations n'existent pas.
Une constellation, ça sort totalement de l'imagination des hommes et les étoiles d'une même constellation n'ont pas de lien physique entre elles. C'est un effet de perspective vu depuis la Terre, à part, c'est d'ailleurs assez surprenant, à part la Grande Ourse. Enfin, parmi les 7 étoiles de la Grande Casserole, il y en a 6 qui font partie en fait d'un même courant, qui sont certainement nées ensemble, donc qui sont liées physiquement entre elles. Mais ça, c'est vraiment une exception parce que les constellations du zodiaque, les étoiles n'ont aucun lien physique entre elles. Donc, les constellations, ça n'existe pas. C'est vraiment, ça sort de l'imagination des hommes. Et puis, on se rend compte qu'il y a 2500 ans, 3000 ans, les Babyloniens avaient beaucoup plus de constellations du zodiaque que nous. Donc, ça veut dire que c'est même pas figé. Et puis, de dire, par exemple, Vénus est devant telle constellation. Vénus, c'est l'amour. Pour moi, Vénus, c'est l'enfer, personnellement. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'amour, c'est l'enfer, mais Vénus, on l'associe à l'amour parce qu'elle a une belle couleur blanche et qu'elle brille une belle couleur blanche depuis la Terre. Mais quand on voit d'un point de vue astronomique, Vénus, c'est l'enfer. Il y a une pression colossale, il y a une température de 460 degrés, il y a de l'acide sulfurique dans les nuages. Enfin, c'est un truc terrible. Ça évoque tout sauf l'amour, en fait. Donc, Mars, c'est rouge, donc c'est la guerre, c'est la violence. Tout ça, ce ne sont que des émotions humaines, en fait. Donc, c'est un ressenti. Et puis, alors ce que j'aime bien, en fait, moi, citer toujours quand les gens me parlent d'astrologie, c'est, alors j'ai oublié son nom, un prof de sociologie de Montpellier, de mémoire, qui avait très sérieusement dit à ses élèves, je suis astrologue, à ses étudiants, et si vous me donnez votre date de naissance et votre lieu de naissance, heure de naissance, je vous ferai votre thème astral. Et ce qu'il a fait, et quand il l'a donné à la centaine de ses étudiants, 80% se sont reconnus dans ce qu'il avait écrit, et il a écrit la même chose pour tout le monde. Et donc, c'était pour parler de ce qu'on appelle en psychologie, en fait, l'effet Barnum. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet de faire un lien avec l'effet Barnum en psychologie. Et l'astrologie, c'est purement ça, quoi, pour moi. Donc voilà, l'influence gravitationnelle, en tout cas, de Jupiter sur la Terre, elle existe, mais elle est tellement insignifiante que entre nous, on a plus d'influence gravitationnelle. Entre deux corps humains proches, on a plus d'influence gravitationnelle que Jupiter sur nous-mêmes, par exemple. Je peux ajouter que les constellations qui sont mises dans les horoscopes ne sont plus les constellations actuelles. C'est-à-dire que les constellations, quand on a un signe du zodiaque, en principe, ça veut dire que le soleil se trouve dans ce signe-là à cette période-là. Mais ça, ce sont les constellations d'il y a, je crois, 4000 ans, ou je ne sais plus. 2000, ouais, 2000, ouais. 2000, et ça change. Ça change au cours du temps à cause de ce qu'on appelle, bon, en termes savants, la précession des équinoxes, mais ça veut dire que l'orbite de la Terre autour du Soleil a un grand axe. C'est une orbite elliptique avec un grand axe de l'ellipse qui tourne, qui a une précession qui tourne au cours du temps très, très lentement. Et alors, bon, comme je dis ça de mémoire, je peux me tromper, mais je crois bien que, enfin, il y a 2 constellations de décalage. Donc, je crois bien que quand les horoscopes affichent Poisson, en réalité, le Soleil est dans le Bélier ou l'inverse, je ne sais plus. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que les constellations des signes du zodiaque, des horoscopes qui sont dans nos magazines ne correspondent plus du tout à la réalité astronomique. Alors, ouais, Quand je discute de ça avec des astrologues, ils me disent c'est pas grave, c'est symbolique. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, c'est vrai qu'une petite précision sur ça, en fait, en gros, de toute façon, on n'est pas du signe qu'on croit être, à de rares exceptions, parce que la Vierge est la plus grande constellation du zodiaque et le Soleil la traverse pendant 2 mois. Donc, en fait, on est du signe de la Vierge pendant 2 mois, mais ce qui ne correspond pas tout à fait d'ailleurs aux Vierges des astrologues. Mais il y a certaines constellations qui sont traversées par le Soleil que pendant 9 jours. Par exemple le Scorpion, donc on s'aperçoit bien que c'est pas un mois, un signe en fait. Donc, et quand les gens vous disent pourtant ça correspondait assez bien, mais au descriptif en fait c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum en psychologie en fait. Donc c'est toujours relativement intéressant. Alors pour avoir au Festival de Florence, on a vu il y a 2 ans un astrologue repenti, qui a une formation scientifique et qui a fait partie de la Fédération française des astrologues, et c'était assez intéressant de voir qu'il raconte. Alors c'est vrai qu'en science, il n'y a pas toujours un consensus, il y a parfois des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, mais alors en astrologie, c'est un bazar pas croyable et c'est une guerre de clochers permanente en fait. C'est-à-dire que chaque mail, ils sont jamais d'accord entre eux sur leur symbolique et tout, donc on s'aperçoit bien que ce n'est que de la croyance. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, je crois que du côté de mes collègues, il n'y a pas forcément d'autres questions. Je ne sais pas si dans le chat, quelqu'un d'autre a une question. Jusque-là, non. Si, alors j'ai une question. Alors, elle est en train d'arriver. Une question qui nous vient de Tarbes. Alors...
temps que je la reçoive. Ça arrive. Et d'ailleurs, j'ai juste une question aussi par rapport à l'astrologie. L'astrologie dont on parle, elle est très occidentale en plus. Si je dis pas de bêtises, du côté, par exemple, de l'Asie, tout ça, c'est pas la même chose. Oui, complètement. Elle n'est pas basée sur le ciel de la même façon du tout. Ouais, non. Ah, alors voilà, j'ai la question. Est-ce que l'effet Barnum a un effet de l'inconscience par rapport à la Lune? Ah si, je vois l'idée, c'est qu'on parle, par exemple, on parle souvent de la Lune qui aurait un impact sur le sommeil, ce genre de choses. Est-ce que c'est un effet Barnum aussi, ou est-ce qu'il y a eu des observations scientifiques là-dessus? Enfin, Ben, concluantes. Ouais, alors moi je me suis beaucoup intéressé justement sur les influences de la Lune, hein, étant moi très cartésien. Donc vous allez me dire que du coup, comme je ne crois pas en grand-chose, ça va être difficile. Mais il vaut mieux ne pas croire et voir si on peut se finir par changer d'avis peut-être. Du coup, alors il y a quelques études qui ont été faites. Effectivement, on est assez proche de l'effet Barnum quelque part parce qu'on finit par se convaincre de certaines choses. Quand on dit par exemple, je dors mal, c'est à cause de la pleine Lune. Effectivement, les gens sont même pas au courant de si c'est forcément la pleine Lune d'ailleurs, parce que d'un point de vue astronomique, la pleine lune, c'est un instant T d'ailleurs. Hein, c'est pas quelque chose qui dure plusieurs jours. Et les gens ont tendance à associer la pleine lune à quelques jours autour de la pleine lune d'ailleurs. Alors la lune, c'est de la lumière. Hein, c'est la lumière réfléchie par le soleil. Enfin, c'est la lumière du soleil, pardon, réfléchie par la lune. Un pourcentage très très faible. Donc évidemment, la lumière a une influence sur les organismes vivants. Mais là, c'est une lumière qui est infime quoi, par rapport à la lumière du soleil. C'est 3 fois rien. On voit bien que ça a une influence, par exemple, sur certains animaux comportement nocturne. On voit que certains planctons, par exemple, se rapprochent de la surface les nuits de pleine lune parce qu'il y a plus de lumière, comme aller pêcher à la lune. Hein, ça marche très bien, paraît-il. Mais du coup, on peut avoir aussi certaines personnes qui pourraient être perturbées par la lumière. On se rend compte que les gens qui dormaient pas très bien à cause de soi-disant la pleine lune, c'est surtout qu'elles dormaient avec des volets ou des rideaux ouverts. Donc, c'était plutôt avoir l'influence de la lumière qui pénétrait dans la chambre. Mais c'est pas directement la lune, c'est le fait d'avoir de la lumière. Et on sait que notre organisme, il a besoin de sécréter l'hormone du sommeil, la mélatonine, et pour ça, il faut une baisse de lumière importante. Donc, ça peut perturber certaines personnes. Mais pour le reste, ça ne fait partie que du folklore et des croyances, en fait. Moi, Alors, je crois que ça peut effectivement perturber la pleine lune, mais c'est pas une question de scientifique. C'est scientifique, mais pas scientifique science dure. Je pense qu'il y a tout un aspect psychologique, tout un aspect excitant, disons, que quand on sort de chez soi la nuit et qu'il fait beau, évidemment, par une soirée de pleine lune, où on voit dehors presque comme en plein jour. Je pense que ça perturbe de la même façon que les gens qui vivent au-delà du cercle polaire et qui ont le soleil pendant 24 heures, enfin sans que le soleil se couche, ils ont l'habitude, mais il y a quand même une perturbation. Donc, je crois que c'est de ce côté-là qu'il y a une influence. Mais c'est sûr que ça peut empêcher de dormir, mais c'est pas une liaison scientifique directe. Mais c'est quelque chose qu'on a dans la tête, hein. C'est quelque chose d'important, hein. C'est pas parce que c'est pas de la science dure que c'est pas important, hein. Parce que l'excitation psychologique, ça joue. On le voit très bien, d'ailleurs, pardon, dans les hôpitaux psychiatriques où en fait on s'est aperçu que il y avait à un moment plus de comportements. Alors parce que aussi on entendait aussi les soignants dire, on voit que c'est la pleine lune, est un petit peu énervé et tout ça, mais de toute façon c'est sûr que comme le dit Sylvie, la lumière a une influence sur tous les organismes vivants, quoi, dans tous les cas, quoi. Mais c'est une question de lumière, quoi. C'est pas une influence mystique de la lune directement, quoi. C'est ça. Très bien. Alors, je vois qu'on est arrivé. Si. Ah oui, non, c'est bon. J'ai cru que c'était une question dans le chat. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Je vous remercie sincèrement à tous les deux pour votre intervention, pour votre discours, qui était très, très intéressant.